Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X et Instagram se regarder pas mal de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec Instagram et cette vidéo qui va intéresser les vieux de la vieille. En tout cas des personnes qui sont plus vieux que moi, parce que moi à cette époque je n'écoutais pas Garou. Regardez-moi, c'est choquant quand même. En 2000, l'album seul de Garou sortait dans lequel il y a un titre qui s'intitule Criminel. Dans ce titre, il avoue être un PEDO. Il avoue sa passion pour une gamine de 14 ans. Il avoue aussi que c'est nous les bizarres si on trouve rien de pervers dans le regard d'une gamine de 14 ans qui a les yeux bleu vert. Ouais, c'est les paroles, je vous laisse avec. Donc selon notre très cher Garou, si on ne voit rien de pervers dans le regard d'une fille de 14 ans qui a les yeux bleu vert, c'est nous qui sommes anormales. Ah, il l'avoue, il l'a dit. C'est nous qui sommes bizarres. Comment vous avez fait, nos darons, nos parents à nous, et j'ai 31 ans, comment vous avez fait pour ne pas écouter ce qu'ils chantaient, s'il vous plaît? Non mais c'est aberrant d'avoir écouté ça quand on était petit. Vous êtes joués, ça passe. Tranquille. Maintenant, Garou, c'est Internet. Hein. Va falloir répondre. Internet, n'oublie rien les mecs. Les archives, c'est méchant, méchant. Hein. Putain. Est-ce qu'il y a des personnes dans mes abonnés qui écoutaient Garou et qui savaient qu'il avait dit ça dans un de ses sons? Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, on enchaîne avec le post de NoStop et c'est marqué SDM recadre une fan après qu'elle lui ait touché les parties intimes. Ouais, ouais. Et lui dit, c'est une agression sexuelle. Et là, son garde du corps, bah, il va rien faire. Si ça avait été l'inverse, donc une artiste féminine qui marche dans une boîte et qu'un mec lui touche la schneck. Là, son garde du corps, il aurait fait quoi? Et d'autres mecs, hein, ils auraient pris le mec, il aurait sorti, et il aurait roué de coups. Et vous le savez, d'accord? Là, la meuf, elle va rien avoir. Je dis pas qu'il faut la frapper, mais au moins, il faut la sortir de la boîte, tout simplement, d'accord? Voilà. Bref, on enchaîne avec le post de l'expat qui a marqué « Le mot focus n'est absolument pas un acronyme. Quand un coach commence sa séance par un faux postulat, le mieux, c'est de t'éloigner très très vite. » Tu savais que c'était un acronyme focus? Non. Follow one course until success. Ah oui. En fait, le problème des gens comme toi, c'est que tu sais exactement ce qu'il faut faire, mais tu n'oses pas aller au bout de ce truc-là. En fait, ton problème à toi, c'est pas ce que tu peux faire, mais ce que tu veux faire. Et t'es pas du tout au clair ce que tu veux faire. Or, savoir ce qu'on veut, c'est beaucoup plus important que savoir ce qu'on peut. Une fois que t'as décidé ce que tu veux de ta vie, les choses, elles sont simples. Tu dois réduire le champ de ce que tu veux et tu dois exercer le muscle de ton désir comme un muscle. Tu dois apprendre à désirer des choses pour de vrai. Et quand on désire quelque chose, on va au bout. Tu savais que c'était un acronyme focus? Franchement, il y a encore des gens qui l'écoutent celui-là. Rien à rajouter. On enchaîne avec le post de Wolf qui a marqué « Choc, vous avez vu la taille des sacs remplis de billets. Un braquage spectaculaire a eu lieu mercredi 12 novembre au matin en plein centre de Roubaix, dans le Nord. Plusieurs malfrats ont fait exploser à la dynamite un dépôt de fonds bancaires d'un bureau de poste avant de prendre la fuite. La source France Info. » Sur ces images, un homme cagoulé, capuche sur la tête, vêtu d'un gilet jaune, qui se dirige vers les distributeurs de billets. Aidé de deux autres hommes cagoulés eux aussi, il pose une charge explosive avec de l'adhésif sur un de ces deux coffres où les convoyeurs déposent les fonds. Il est 8h30 ce matin quand l'explosion retentit. Dans un nuage de fumée blanche, les trois hommes se penchent à l'intérieur pour saisir ces sacs blancs remplis d'argent, avant de prendre la fuite dans cette voiture, stationnée à quelques mètres. Depuis sa fenêtre, cet homme qui préfère garder l'anonymat a tout vu, jusqu'aux préparatifs de l'explosion. Il écartait en fait les gens qui passaient. Je comprenais pas en fait ce qu'il était en train de faire. Il disait aux gens de s'éloigner, aux badauds qui passaient par là. Et puis à un moment donné en fait il s'est fait aider par un de ses collègues parce qu'il n'arrivait pas à allumer la mèche. Il s'est écarté une dernière fois, puis là il y a eu une explosion, en fait, une déflagration. L'explosion a retenti à plusieurs kilomètres à la ronde. Les fenêtres brisées au premier étage du bureau de poste visé et la vitrine de cette boutique voisine témoignent de la force de la déflagration. Tout s'est passé en quelques minutes et en plein jour. Beaucoup de témoins n'ont pas réalisé tout de suite qu'ils assistaient à un braquage. Je suis arrivé, j'allais pour chercher de l'argent au distributeur, puis j'ai vu un gars qui criait. Le gars pensait que c'était quelqu'un qui n'était pas bien dans sa tête. Et puis il devait avoir quelque chose dans sa main, et puis il s'est approché vers moi. Puis moi j'ai couru, je me suis enfui. J'ai pas compris ce qui se passait en fait. J'ai pas... Sur le moment, j'ai pas cru que c'était net. J'ai cru que c'était vraiment des gens qui travaillaient. Aucun blessé à déplorer, le bureau de poste était fermé au moment du braquage. Une enquête est ouverte pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et destruction par moyen dangereux. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Et comment il savait que derrière cette porte, il y avait de gros sacs accessibles remplis de billets à ce moment-là? Comme quasiment tout le temps, il faut commencer à creuser chez les employés.
Du coup, nous avons la séquence parce qu'on est en 2025 et on n'a que des reporters d'investigation dans la rue parce que tout le monde a un téléphone. Malheureusement, c'est tombé sur une vieille personne qui a un téléphone de mauvaise qualité. Si ça avait été un jeune, ça aurait été en 4K et en plus stabilisé. Là, on est tombé sur un, comment disent les jeunes, un boomer. Regardez. Bah ouais, je te le dis. Je te le dis. Putain. Aïe. Regardez comment il tremble. Son seul taf, c'était de cadrer la poste. C'était tout. Messieurs, lâche la porte. Ça aurait été un jeune. Les mecs, ça aurait été un jeune. Ça aurait été cadré. Une qualité folle. Limite, le jeune, il sera allé devant pour filmer. Ah putain, ils ont niqué les sacs d'argent. Ah, ils ont fait sauter le dame. Ouais. Bref. Du coup, on enchaîne avec le poste de BFM TV. C'est marqué un escroc russe et sa femme retrouvée démembrée dans le désert à Dubaï. Franchement, Dubaï, c'est pas si safe que ça. Hein. Un escroc russe et sa femme retrouvés démembrés dans le désert à Dubaï. Les corps de Roman et Anna Novak ont été retrouvés non loin de la réserve naturelle du Dubai Desert Conservation Reserve. Tous deux avaient disparu depuis le 2 octobre alors qu'ils étaient en voyage pour rencontrer de potentiels investisseurs. Selon les enquêteurs, ils auraient été enlevés par un groupe de criminels qui cherchaient à accéder à leurs fonds sur leur compte bancaire. Roman Novak était un entrepreneur. En fait, l'histoire, elle est digne de la série Ozark. Et ceux qui n'ont jamais vu Ozark, regardez, franchement, moi j'ai kiffé. Russe qui évoluait dans le secteur de la crypto-monnaie. En 2020, il a été condamné à 6 ans de prison en Russie pour fraude à grande échelle. Après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle, lui et sa famille étaient partis vivre aux Émirats Arabes Unis où il a fondé une application de crypto-monnaie. D'après les autorités russes, 7 personnes ont été interpellées en Russie. Une enquête a été ouverte en collaboration entre la Russie et les Émirats Arabes Unis pour meurtre et enlèvement. Franchement, Dubaï, c'est pas si safe que ça. La dernière fois, ils ont retrouvé une meuf avec la colonne vertébrale qui était cassée. Genre, elle était tombée d'un bâtiment, tu vois, mais elle était retrouvée dans le désert. Voilà. Du coup, on enchaîne avec ce poste de boulet de canon. C'est marqué « Un mythe s'effondre pour les fachos. Les Français de souche n'existent pas. L'archéologie montre que la France de souche n'existe pas. » Est-ce que l'archéologie, donc votre discipline, Jean-Paul Demoule, peut nous aider à penser différemment justement l'immigration contemporaine ? Ben, ça nous permet de prendre effectivement du recul, de voir que ce qui est en train d'arriver, avec un taux d'immigrés qui est plutôt inférieur à ce qu'il est dans d'autres pays d'Europe, hein, avec le fait que un tiers des Français ont au moins une grand-mère ou un grand-père né à l'étranger, et ben que ça a toujours été comme ça. Des fois, on entend depuis les invasions barbares jusqu'à l'arrivée des populations du Maghreb dans les 30 dernières années, la France a été éternelle et a pas bougé, mais c'est pas vrai. Donc si on cherche la France de souche, c'est pas facile à dire. Si on cherche la France de souche, on la trouve pas. Bah non, je vois pas comment on pourrait la trouver, puisque c'était effectivement des mélanges constants. Maintenant qu'on dispose d'analyses génétiques également, même s'il faut pas confondre la biologie et l'histoire, la biologie et la culture montrent effectivement ça a été des brassages incessants. En fait, la majorité des gens, quand ils disent français de souche, c'est juste pour dire français blanc. Hein. Faut dire la vérité. Du coup, on enchaîne avec le poste de Sud Radio, c'est avec le chanteur Bruno Monroe, le blond qui est juste ici. Le mec, il se prenait un peu pour Michael Jackson et en plus, il prend le nom d'une ancienne actrice. Aucune personnalité. Et là, il va répondre à Alma Dufour sur la laïcité. Bruno, est-ce que tu veux réagir à ce que nous a dit Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime, juste avant cette petite pause? Bien sûr, alors tout d'abord... Alors les mecs, déjà la vidéo, je l'ai mis à 1.5 pour que ça aille plus vite, hein, parce que la vidéo dure plus de 3 minutes. Désolé. Merci d'avoir accepté ce débat, parce que moi je suis qu'un petit influenceur, donc je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas vos mots, mais on vit malgré tout dans la même France. Et j'aimerais vous dire en toute humilité, réflexion à part, vous savez à quel point c'est dur d'être blanc en France en 2025? Vous savez, juste, et après bien sûr je vous laisse répondre, juste pour que, parce que je me mets à votre place et j'entends la douleur des musulmans. Mais est-ce que vous entendez la douleur des juifs, des femmes juives? Est-ce que vous entendez la douleur des blancs? Parce que maintenant c'est compliqué d'être blanc en 2025 en France. On devient la nouvelle minorité. C'est un sujet très tabou, Voilà, il a dit on devient la nouvelle minorité, donc il s'inclut. Et quand Alma lui pose la question de est-ce qu'il se considère comme un blanc, il va bégayer. Et ensuite, elle va même lancer un vrai sujet. Écoutez. C'est très tabou parce qu'on ne fait plus d'enfants, etc. Mais on devient ce qu'on appelle la nouvelle minorité. En tout cas, c'est ma vision de l'état de la France. Parce que statistiquement, c'est faux. Si vous le dites. En tout cas, moi, c'est ce que je vois autour de moi. Parce que vous voyez, moi, je suis né à Paris et j'ai connu un Paris, j'ai connu une France. Et maintenant, vous savez, vraiment, vous savez, j'ai des origines, donc il n'y a pas de problème. Mais quand je me retrouve à Vincennes, quand je me retrouve dans des beaux quartiers de France et que je regarde autour de moi. Mais des origines blanches, vous vous considérez comme blanc? Vous, en tant que personne? Non, mais c'est une vraie question. Parce que quelles origines? J'ai des origines, ma mère est brésilienne, mon père est portugais, donc je suis un enfant. Voilà, donc lui, il est brésilien et portugais.
On peut même rajouter argentin, espagnol, italien. Est-ce qu'on peut dire que ces pays-là sont d'origine blanche? Parce que au Brésil, il y a des noirs, en Argentine, il y a des noirs. Et même si on reste sur le Portugal, espagnol, Italie, tu vois, Espagne-Italie, ben en fait, il y a des gens qui sont très bronzés comme des Maghrébins. Et les Maghrébins, je pense pas qu'ils sont considérés comme des blancs en Europe, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est des pays d'origine blanche? Tu vois, c'est ça le truc. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais parce qu'en grande majorité, il y a des blancs, donc on considère que c'est un pays de blancs, tu vois. Mais le Brésil, si on part de ce principe, après, le Brésil, bon, ils sont pas en majorité blancs, mais si on disait qu'ils étaient en majorité blancs, ben le peu de noirs qui restent, on va dire quoi? C'est des blancs noirs du Brésil? Ça veut rien dire, tu vois. Et même les Vietnamiens sont assez bronzés. Donc, comme on part du principe que le mec bronzé reste un mec blanc, donc les Vietnamiens sont des blancs. Mais d'accord. À moins qu'on parle de la Suède, les pays comme ça, ben c'est un vrai débat les mecs, en vrai de vrai. Dites-moi ce que vous en pensez. Du monde, c'est pas ça le problème. Je vous demande tout simplement, parce qu'on est toujours en train de dire que les musulmans sont victimes de tout. Mais vous savez, madame, je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous compreniez le fond de ma pensée. Moi, quand je vais à Carrefour, il y a des rayons halal. Mais il n'y a pas de rayon pour les juifs. Et il n'y a pas de rayon pour les autres religions. Donc Mais quel menteur. Moi, je vous ai dit que j'ai travaillé plusieurs fois dans des Auchan. Et en fait, certes, il y a des rayons halal, et en plus, la taille du rayon, ça dépend où le supermarché est situé. S'il est près d'un quartier, voilà, il y aura le rayon qui sera un peu plus grand. C'est l'offre et la demande, tout simplement. Et il y a aussi un rayon du monde. Dans les rayons du monde, il y a plein d'autres pays. De quoi ils parlent? Et c'est vrai que des fois, le rayon halal, il est presque aussi grand, mais c'est rare, moi, j'ai jamais vu, presque aussi grand que le rayon du monde, tu vois. Et ça, c'est dans des coins où c'est l'offre et la demande, tout simplement, les mecs. Moi, je sais pas dans quel supermarché il traîne ce mec, sérieusement. Personne stigmatisée en France, c'est pas les musulmans. Tout le monde a déjà vu le rayon du monde, je pense, non? Après, kasher, je pense que... Franchement, j'avoue que j'ai jamais vu de truc kasher, parce qu'en fait, les juifs, eux, ils aiment avoir leur délire à eux, tu vois, dans leur coin. Eux, c'est les gens qu'on voit partout représenter la France à l'Eurovision. Par exemple, Bilal Hassani, Slimane, toujours des musulmans, vous me l'accorderez. Bon, ça, je suis pas, mais c'est des gens qu'on choisit pour l'euro. Parce qu'en vrai de vrai, les mecs, s'il y avait une demande de produits kasher, en fait, dans les supermarchés, ils le vendraient. Hein. Ils veulent juste faire de l'argent, les mecs. Hein. C'est tout. Hein. Moi, je suis chanteur, donc petite précision. On trouve des rayons cachers à Carrefour. En plus. Oui, pas tous les Carrefours, mais je dis d'un point de vue général. Et on trouve pas des rayons végétariens dans tous les supermarchés de France. On est d'accord, mais vous m'accorderez qu'il y a plus de halal en France que de rayons pour les juifs et d'autres religions. Vous me l'accorderez quand même. Je sais pas parce que vous faites vos courses ou vous commandez sur Internet. Non, je fais mes courses. On est déjà j'évite Carrefour parce que pour des raisons de soutien à la colonisation. Si Jordan vous faites encore un peu plus, j'évite Carrefour. Du coup, merci. En fait, de la façon qu'il en parle, c'est comme s'il y avait un entrisme, tu vois, islamique. Alors que non, les boîtes qui vendent du halal, ils font ça pour les pépettes, tout simplement, les mecs. Si demain, vendre vegan, ça te rend riche, il y aura que du vegan. C'est tout. Un petit message de service. Je voulais pas vous vexer, mais je suis blanche en plus, donc je vais pas. Non, mais voilà, c'est pas question de couleur de peau, c'est vraiment question de dire que j'ai l'impression que les musulmans sont toujours victimisés en France, alors que j'ai l'impression qu'ils sont avantagés par rapport à d'autres, pour les logements sociaux, pour un milliard de choses. Honnêtement, je vous le dis en toute sincérité, je ne souhaite pas choquer, mais quand vous êtes blanc et que vous demandez un logement social, c'est très compliqué. C'est faux. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai énormément d'exemples. Et encore une fois, de mon côté, il n'y a pas de racisme. Je ne suis pas en train de pointer du doigt les musulmans. Simplement, je vous invite à vous mettre aussi de l'autre côté. Alors. Non, là. Après, on va me dire que je suis biaisé, mais moi, je pense que c'est pas la couleur de peau. C'est si t'as une famille. Si t'as plein d'enfants, tu seras favorisé. Tout simplement, les mecs. Hein. Du coup, il y a Alexandre qui répond avec une autre vidéo de ce comment il s'appelle, Bruno Monroe. Écoutez. C'est pas la laïcité qui me dérange, c'est le fait qu'on m'impose des choses. Mais qu'est-ce qu'on t'impose? Qui t'impose quoi? Tout, je vais t'expliquer. Il y a des religions, je vais donner deux exemples. Il y a des religions qui sont constamment persécutées, selon moi. Bien sûr, ce n'est que mon humble opinion, c'est la religion catholique et les juifs. 80% de mon entourage est constitué de personnes de confession juive. Raison pour laquelle j'ai toujours descendu Israël. Et moi, quand j'étais... Oh bref, on va pas tout mater, ça durera plus de 2 minutes encore, flemme. On s'est tapé 3 minutes de lui. On enchaîne avec le poste de la Oumma, c'est marqué libération de Boualem Sansal, le cornu tacle Retailleau sans le nommer. Et je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme. On enchaîne avec le poste de The News avec Aurore Berger qui dit qu'il y a 1 jeune sur 3 qui est antisémite. C'est la fête. Quand on a 1 jeune sur 3 qui considère que c'est normal de s'en prendre physiquement à une personne, à un Français juif, en raison de la situation au Proche-Orient, ça devrait, là, tous nous révolter, parce que ça, oui, c'est criminel. Et on a évidemment un sujet politique. Moi, je l'ai dit de manière très claire à l'Assemblée nationale, en disant que le nouvel antisémitisme se résumait en 3 lettres, LFI. Donc je suis très à l'aise pour le dire. Je l'ai dit publiquement à l'Assemblée nationale et je le dis aussi en plateau. Non, mais le point commun entre le dossier des retraites et le dossier de l'antisémitisme, c'est le manque de courage. Mais vous donnez les verges pour vous faire battre. Si la situation est telle que vous dites
un Français sur 3, un jeune sur 3 qui estime qu'il est légitime de s'en prendre à un Français juif. Bah, à ce moment-là, il fallait participer à la marche contre l'antisémitisme. Du coup, il y a une personne qui a demandé à Grok, est-ce que tu as une source sur ce chiffre, un jeune sur 3 ? Il lui a dit oui, ce chiffre provient d'un sondage IFOP commandé par le CRIF. En septembre 2025, l'étude révèle que 31% des 18-24 jugent légitime de s'en prendre physiquement aux Français juifs au nom du conflit à Gaza. Aura Berger l'a cité lors d'interviews récents pour alerter sur la... Les mecs, qui a été sondé ? Moi, de ma vie entière, jamais on m'a demandé mon avis. D'où sort ce sondage ? Sérieusement, qui sont les gens qui ont répondu à ça ? Et on enchaîne sur Meir Habib, et là il y a une petite polémique sur X, parce que Meir Habib a partagé des messages privés qu'il a eu avec Macron sur X. Je vous les mets en screen dans l'écran, et là il a marqué « Je viens de recevoir un message du président de la République, il n'y aura pas de boycott des sociétés israéliennes, l'affaire est réglée, je tiens à remercier ». En fait, là, il a fait en sorte que des sociétés israéliennes d'armement seront au salon Milipol. Et du coup, il a répondu à cette polémique dans ce tweet de The News. Alors, Meir Habib, pour conclure, parce que c'est important aussi, est-ce qu'il n'y a pas de risque que le président français vous en veuille de publier ces messages, même si on connaît votre proximité avec lui, il est OK avec ça ? Pas du tout, on a communiqué, je vous dis après, il m'a donné encore 2 messages, il m'a mis même avec un petit smiley demandé de ne pas les sortir. Je l'ai fait pour lui donner le crédit. Donc Macron ne voulait pas, mais il a quand même fait. L'entrisme. Sur le coup, du fait qu'il a, suite à mon intervention, décidé, en dernière minute, d'annuler ce boycott. Et donc, je l'ai dit, je le mets. Je n'ai aucun souci à le faire. C'est la façon qu'on communique sur Twitter. J'ai des rapports de très longue date, bien avant qu'il soit le président de la République, avec Emmanuel Macron. Quand il fait des bonnes choses, je le dis. Quand il fait des mauvaises choses, je le dis. Et hélas, il a fait beaucoup plus de mauvaises choses par rapport à Israël que de bonnes choses. Sur le coup, il a annulé ce boycott qui aurait jamais dû exister. On est dans un délire. Ouais. Non mais je sais pas si vous imaginez où on allait encore. On allait encore boycotter des sociétés israéliennes de défense. Mais de quoi ? Où on allait ? Mais il y a tellement de haine, à mon avis, au niveau du Quai d'Orsay, voire au niveau de la cellule diplomatique, peut-être même à l'Élysée. Je vais finir par croire qu'il y a vraiment de l'entrisme, mais pas celui-là qu'on croyait. On termine avec ce post de The News encore, et c'est marqué « Israël aurait profité de l'immigration des Juifs d'Éthiopie pour obtenir l'abrogation de la résolution de l'ONU assimilant le sionisme au racisme. » Nous avons profité de l'immigration des Juifs d'Éthiopie pour publier c'était un genre de carte postale, mais qu'on avait aussi comme une affiche, qu'on a pu agrandir comme une affiche, et qu'on a distribué dans le monde entier, qu'on a envoyé dans le monde entier, y compris les écoliers, qui montraient deux bras, un bras blanc, un bras noir, et qui montraient que l'essence du sionisme est nationale et non pas raciale. Donc je veux dire, voilà, c'est un peu le genre d'action que nous avons mené, sans compter les colloques et les débats que nous avons menés dans différents pays, à l'occasion de l'adoption de cette résolution par les parlements en question. Donc, alors il a fallu attendre combien de temps, à quelle date finalement cette résolution a été abrogée ? Ça a pris, en fin de compte, quelque chose comme presque 7 ans. Et sinon, pourquoi ils n'ont pas parlé de toutes ces femmes noires qu'ils ont stérilisées ? Je dis ça, je dis rien. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Donc tout le monde.